On accueille Loïc maintenant au 39 21. Bonsoir Loïc. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Loïc et quel âge avez-vous? Alors je vous appelle de Liège, donc en Belgique, Oui, et j'ai 32 ans. d'accord. De quoi allez-vous nous parler Loïc? Alors ce soir, je viens vous trouver pour vous parler du cyberharcèlement, parce que j'ai vécu ça pendant 4 ans et demi. Et donc voilà, c'est pour ça que l'on se rencontre aujourd'hui sur la radio. D'accord, mais écoutez, on vous écoute, ça a commencé quand et comment ce cyberharcèlement? Dans quelles conditions? Alors j'étais étudiant à l'université, donc ça s'est passé fin 2011. Et j'ai d'abord reçu des messages qui provenaient d'un numéro spécial, donc un numéro à 4 chiffres. Ces messages étaient menaçants, donc il y avait vraiment des menaces de mort qui étaient ciblées avec mon nom et mon prénom. Et puis par la suite, j'ai reçu des appels téléphoniques qui provenaient de fausses annonces. Et mon téléphone a vraiment été pris d'assaut par de nombreux messages à la fois de menaces et des appels qui n'arrêtaient pas de tomber jour et nuit. Donc suite à ça, mes parents et moi, on a décidé de porter plainte, parce que Oui, ça devenait vraiment déjà à ce niveau-là assez envahissant. Et puis ça a pris des tournures assez démentielles. Donc j'ai eu ensuite tous mes comptes hackés, donc que ce soit mon compte universitaire, donc ma boîte mail, mais également tous mes réseaux sociaux. La personne a usurpé mon identité, donc elle a utilisé mes profils pour à son tour envoyer des menaces à d'autres personnes, mais cette fois-ci en signant et en essayant de faire croire que tout ça était orchestré de mon côté. Et puis alors, il y a eu d'autres faits, il y a eu des demandes de rançon, il y a eu vraiment dans tous les domaines, en fait, on a même été écoutés par téléphone, donc on était tous ensemble autour d'une table, donc ma famille et moi, on parlait, et la personne réagissait par message à des propos qu'on tenait oralement dans une pièce, donc ça a même été jusque-là. Et puis, le gros événement qui a un petit peu fait tout basculer, c'est lorsque j'étais sur un stage archéologique en Grèce, oui. oui, Et la personne a envoyé un message d'alerte pour un attentat à la bombe, oui. en signant évidemment encore une fois mon nom et mon prénom. Et puis suite à ça, la police donc, est venue m'arrêter sur place, donc par rapport à ces propos Mais la police qui ne, belge qui ne provenaient pas de la police belge ou la police grecque? la police grecque. Donc j'étais en Grèce, c'est la police grecque qui est venue Oh m'interpeller. là là. Et donc j'ai eu un procès suite à ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficile au niveau juridique pour montrer en tout cas qu'on est innocent. Surtout que là, c'est dans un pays étranger. Je parlais un petit peu le grec, mais pas du tout à un niveau suffisant pour pouvoir me défendre et m'exprimer. On est dans un contexte qui est quand même fort loin des conditions judiciaires qu'on peut connaître en France ou en Belgique. Donc c'était quelque chose d'assez complexe à vivre, en tout cas pour C'est essayer de fou, hein. prouver ce que je disais. Vous n'avez jamais su, en fait, qui était à l'origine de ça ou vous l'avez trouvé? C'est assez compliqué aussi, étant donné que la personne qui était derrière tout ça jouait aussi avec nous. Donc on était vraiment dans un sorte de jeu un petit peu à la Pretty Little Liars, donc la série américaine. Et malheureusement, on jouait sans le vouloir. Et donc forcément, on a eu des soupçons qui ne se sont pas avérés a priori bons Oui, au niveau de la justice. Et en Belgique, en fait, étant donné que moi, j'ai monté un dossier pour prouver mon innocence et surtout d'abord pour montrer, en tout cas, qu'il y avait d'abord des faits de hacking et que moi, en tout cas, je voulais vraiment trouver l'origine et que ça s'arrête. oui. Donc, une fois qu'on a qu'on a mis tout ça en place, malheureusement, la justice s'est retournée contre moi, étant donné que il y avait des soi-disant traces informatiques dans mes appareils qui montreraient que j'étais à l'origine de tout ça. Oh là là, mais c'est dingue. Alors que ces traces, en fait, étaient laissées par le hacker, je suppose? Oui, c'est ça. Donc le but, en tout cas, qu'on a pu euh, déceler dans tous les propos et les innombrables appels qu'on a pu recevoir était simplement de me nuire. Et donc, suite à ça, ce sont ces actions
faisait en sorte que je sois, je vais dire, coupable Soupçonné. de pas mal de choses qu'il avait lui-même mis en place, en tout cas. Alors écoutez, je vais vous dire, Loïc, le hasard fait complètement les choses ce soir, parce que depuis 24 heures, je fais l'objet d'un hacking aussi. Ah oui, ok. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est très violent à vivre. Oui, oui, tout à fait. C'est très violent à Euh, vivre et en plus, bon, le hacking est particulièrement immonde. Euh, bon, la chance que j'ai, c'est que tous les gens qui tout de suite ont remarqué ça, qui me connaissent, ça, ont tout de suite vu que c'était du hacking, mais c'est quand même Internet permet ça aujourd'hui. Il permet à quelqu'un derrière son clavier, comme je le disais tout à l'heure, Alexandre, de pouvoir essayer de détruire la vie de quelqu'un ou de, de faire porter des soupçons de choses terribles. Euh, Vous, c'est ce que vous avez vécu, en tout cas de la part d'une personne qui vous en voulait personnellement. Là, ça n'est pas l'effet d'un hacker qui a envoyé plein de choses sur plusieurs personnes. C'était quelqu'un qui vous avait ciblé. c'est ça, oui. Donc tout ça était vraiment ciblé contre moi. Après, on n'a pas pu, voilà, identifier clairement la personne responsable, même si on a pu évidemment à un moment donné faire appel nous-mêmes à des hackers pour se protéger, parce qu'à un Oui, moment donné, oui. quand on se retrouve face au mur et qu'on n'a pas d'aide officielle, on essaye de trouver un moyen de contrer tout ça. Mais le problème, Et je pense que comme en France, euh, la Belgique comme la France, vous faites appel à la justice pour ça. Et en fait, ils ne cherchent pas. Parce que je pense qu'ils n'ont pas les moyens quand ça touche comme ça quelqu'un comme vous. Est-ce que vous vous êtes senti épaulé par la justice belge? alors, au tout début, oui, mais ça a été très vite stoppé. Parce qu'effectivement, dans les propos que la police pouvait me tenir, il y avait notamment le fait, comme vous venez de le dire, que j'étais un simple particulier, que j'étais pas une entreprise, qui avait Oui, pas, oui. je veux dire, un but financier derrière tout ça. On ne cherchait pas à nuire une réputation, je veux dire, liée à une société. Donc c'était vraiment, oui, un simple particulier. Et c'est ça aussi qui a joué en ma défaveur dans la considération, en tout cas, de ce que je Bien vivais. sûr, bien sûr. C'est le fait qu'on disait, non, c'est trop de moyens pour Trop de moyens pour une trouver qui est simple derrière. personne. Oui. À moins que vous demandiez à un spécialiste de la cybercriminalité que vous allez devoir payer pour vraiment qu'il cherche de manière beaucoup plus euh, ardue celui qui est derrière ça. Parce que Internet laisse toujours des traces. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de retrouver ces hackers. Simplement, Oui, oui, tout à fait. sûrement pas la police. Sûrement pas la police. En tout cas, Alors après, voilà, pour des gens comme nous, pour des gens comme nous, je oui, pense bien sûr. que c'est pas important pour eux. Dès qu'il s'agit de terrorisme, et on comprend bien évidemment pourquoi les efforts redoublent et qu'on Oui, tout à fait. remonte les pistes. Mais pour moi comme pour vous, personne ne bougera. En tout cas, du point de vue organisme officiel. Ça coûte trop cher. Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a quand même eu des investigations de la Computer Crime Unit de ma région qui ont pu initier des recherches, mais le problème dans l'approche en tout cas et la considération de ce que je vivais, c'est qu'ils sont tombés sur des fausses captures d'écran donc créées par le hacker qui, encore une fois, qui mettaient en scène des choses totalement farfelues qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Et la police s'est arrêtée simplement à ces éléments-là. Et à partir du moment où ils ont eu ces éléments sous les yeux, ils ont fait en sorte, en tout cas, que tous les devoirs d'enquête qui étaient mis en place n'avaient qu'un seul but, c'était de montrer que j'étais bien derrière tout ça. Et le problème, parce qu'en fait, donc j'ai eu un procès, mais qui a eu lieu 10 ans après les premiers faits. Et donc, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là de tout ce qui avait été mis en place, parce qu'évidemment, je n'avais pas accès au dossier, étant donné que j'ai été rapidement suspect, alors que j'étais à la fois la victime principale de l'affaire. Euh, donc, j'ai vu tout ce qui a été mis en place. Et le problème, c'est que 10 ans après, moi, je ne sais pas contrer et amener des nouveaux Des preuves, éléments oui. Ouais. pour justement expliquer certaines choses. C'est quand même Et, dingue. et, et C'est donc, quand même dingue que vous vous retrouviez
que ça soit vous qui soyez suspecté quand même. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et le pire, c'est que le hacker, ou en tout cas dans les messages que je recevais au départ, dès les premiers messages, il y avait justement cette intention de me nuire et aussi que je sois en prison pour ce genre de choses. Donc au final, les intentions étaient assez claires dès le départ et malheureusement, la police n'a pas non plus pris en considération des éléments humains. C'est-à-dire que moi, dans mes dizaines et des dizaines de déclarations à la police, j'ai pu expliquer que j'étais à tel endroit avec un professeur, que j'étais à tel endroit en train de faire ceci. Et donc j'amenais des personnes, je citais des noms des personnes qu'on pouvait interroger, des personnes qui n'étaient pas forcément proches de moi, donc on peut même pas dire que les personnes étaient forcément de mon côté. Il y avait même des personnes que je connaissais pas forcément beaucoup. Et toutes ces personnes-là n'ont même pas été interrogées dans le cadre de l'affaire. Donc, ils se sont simplement limités à des traces informatiques, alors que je venais justement à les trouver pour un problème de hacking. Donc, c'est ça qui était un petit peu dingue. Donc, pour répondre à votre question, non, j'ai pas été épaulé, que ce soit psychologiquement ou même au niveau judiciaire. J'ai la chance, voilà, d'appartenir à une famille très très soudée. Et c'est ça qui a permis justement de tenir un petit peu la barque et d'avancer à travers ce moment un peu pénible qui a quand même duré 4 ans. Mais sans ça, voilà, on n'a pas eu d'aide concrète. Ouais, ouais. Et que faites-vous dans la vie en fait? Est-ce qu'il y avait un rapport avec la situation professionnelle que vous aviez ou finalement c'est autre chose? Parce que je pense que à un moment vous avez obligatoirement pensé à qui et pourquoi on vous fait vivre un truc pareil? Alors à l'époque, j'étais étudiant en histoire de l'art et archéologie, donc j'étais pas Ouais, encore ancré dans le monde professionnel. Donc j'avais des stages, notamment le stage en Grèce. Donc oui, j'ai pu avoir à un moment donné des soupçons par rapport à certaines personnes, mais malheureusement, voilà, au niveau de la justice, ça n'a pas abouti sur quelque chose de tangible. Donc voilà, on se retrouve assez démunis par rapport à ça. Même voilà, même 10 ans après, on a pu, grâce à des hackers, identifier le hacker en question qui était en tout cas derrière l'aspect technique, oui. mais la personne qui aurait commandité les choses reste pour le moment dans l'ombre. Le Donc on n'a hacker, pas pu vous avancer. l'avez identifié vraiment, vous avez eu son identité? On a pu l'avoir par la suite, mais en tout cas au départ, on a pu avoir sa localisation. Oui. Donc, Et il se trouvait où? Il se trouvait où? il se trouvait en France, à Nantes. D'accord. Donc pas du tout en lien avec moi. Voilà, moi j'étais de Liège, j'avais jamais été à Nantes. Il n'y avait aucun lien entre lui et moi, Oui. hormis une tierce personne, mais qui voulait me nuire et qui a fait appel à ce genre de personne. Parce que vous pensez donc que c'est une commande auprès de ce hacker? Par rapport à tous les éléments qu'on a eus, donc que ce soit des menaces ou des choses concrètes, il y a vraiment une connaissance déjà personnelle de ma situation, de certaines choses Oui, vraiment très intimes, y oui, compris par rapport à ma famille. Donc forcément, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent évidemment se capter via les ordinateurs, via les téléphones, via toutes les traces qu'on peut laisser sur oui, l'Internet. puis non seulement via des téléphones ou des ordinateurs ouverts. Enfin, vous savez qu'un téléphone, on peut vous écouter chez vous, vous ne voyez rien, votre téléphone est en train de transmettre tout ce qui se passe dans la pièce. C'est ça, Les oui, hackers, on a eu aussi ce genre de choses. bon, les hackers peuvent faire tout un tas de choses. Mais le fait que vous ayez trouvé le hacker nantais ne vous a pas permis de porter plainte contre lui? Parce que même s'il est l'auteur technique des choses, c'est tout de même un salopio, quand même. Alors oui, ça c'est clair. Maintenant, notre démarche, c'est pas moi évidemment qui ai fait ce genre de choses, mais en tout cas les personnes qui ont pu faire ce genre de choses-là, encore une fois, ce n'est pas non plus, c'est pas du tout une démarche légale. Et puis la personne en question, justement, maintenant travaille pour la police parce qu'elle a probablement été arrêtée pour d'autres faits de hacking, D'accord. et donc elle a été recrutée pour la police informatique en France. Alors, vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir des amis journalistes qui sont très amis avec des policiers de la cybercriminalité, et je vous jure que je vais essayer de retrouver celui qui a fait ça. Ah bah écoutez, ce serait intéressant en tout cas de pouvoir au moins dialoguer déjà pour un petit peu Comment ça se comprendre passe?
voilà comment ça se passe et surtout de pouvoir identifier la personne qui est à l'origine de tout ça parce que après tout, oui, cette personne-là est néfaste, elle a fait des choses vraiment voilà, qui ont vraiment pourri ma vie et la vie de mes proches pendant plusieurs années et qui continuent parce qu'évidemment on a quand même des répercussions même 10 ans après. Et ça, Mais en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est la elle continue personne. aujourd'hui, elle continue aujourd'hui. Alors, le hacking ne continue plus du tout, donc depuis cet événement-là. Mhm. Mais évidemment, j'ai des répercussions qui sont toujours soit d'ordre financier, mais y compris, je veux dire, dans ma relation aux choses, dans ma relation aux gens. C'est des choses qui marquent parce qu'évidemment, c'est. Enfin, un hacking et un cyberharcèlement, c'est permanent pendant 4 ans. Quand on est harcelé d'une manière plus classique, entre guillemets, on peut quand même trouver un refuge quelque part, que ce soit chez soi ou autre part, mais quand on est cyberharcelé, qu'on soit chez soi, au travail, en vacances, on est quand même cyberharcelé parce qu'à un moment donné, on est obligé, en tout cas dans notre société, d'avoir soit un téléphone, soit un ordinateur, ou même simplement voilà, un compte en banque qui est lié à l'informatique aussi. Donc on est obligé de passer dans cette sphère-là, et donc on ne peut pas du tout se protéger, et on n'est jamais au repos par rapport à tout ça. C'est fou, c'est fou. Et non, mais dans votre histoire, vous n'avez absolument aucun parce que la personne qui a fait ça, vous en voulez vraiment de manière prononcée. Or, vous devez savoir au bout de tant de temps, quelle, quelle personne pouvait vous en vouloir comme ça? Parce que il faut y aller quand même pour faire ça, pour s'acharner aussi longtemps comme ça sur vous. Est-ce que vous avez eu est-ce que clairement, je vous demande pas de dire le nom ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous avez une profonde conviction de l'auteur de tout ça? Ça, je ne peux pas vous le dire malgré tout, même si voilà le procès c'est terminé. Maintenant, en tout cas, j'ai eu des soupçons assez, pas dire assez vite, parce qu'au départ, il n'y a rien qui justifie ce genre d'acharnement dans ce que j'ai pu vivre avant. J'avais pas, voilà, à l'époque, j'avais pas d'ennemis, je m'étais pas disputé avec des personnes Oui, au oui, point où ça pouvait arriver à des choses comme ça. Il y avait des personnes avec qui je m'étais éloigné oui. par rapport à certains différents. Et donc, à un moment donné, par la force des choses, on en vient à se dire que ça peut être ces personnes-là. La justice a dit que ce n'était pas ces personnes-là. Voilà, moi, je ne peux pas aller plus Oui, loin oui, 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 je comprends, je comprends. Vous êtes limité et avancer par rapport à ça. Mais en tout cas, on a pu, oui, à un moment donné, avoir certains soupçons, mais des soupçons à la base qui n'étaient pas non plus, je veux dire, à 100% justifiés. C'est-à-dire que c'était pas forcément des personnes avec qui on s'était tellement disputé que ça pouvait entraîner ce genre de choses. Donc, voilà, ça reste flou malgré tout, surtout que la personne, ou en tout cas le hacker, se jouait aussi de certaines situations, elle nous faisait croire certaines choses, elle nous conduisait vers l'erreur par rapport à certains éléments. Donc c'est difficile en fait de savoir réellement ce qui est de l'ordre des faits, ce qui est de l'ordre du jeu, Oui. parce qu'en permanence on était vraiment dans ce système où on en arrivait à soupçonner une telle personne et puis une telle personne. Et on voyait bien que le hacker, ou en tout cas la personne qui était derrière tout ça, nous conduisait vers Ah oui, d'accord, d'accord. à penser ce genre d'éléments. Donc à un moment donné, c'était compliqué de faire la part des choses, en fait, par rapport à tout ça. C'est dingue, oui. Oui, et je pense que vous avez dû être écouté à votre insu, hein, plus d'une fois. Parce que ce que vous nous racontez, c'est que le hacker était parfaitement renseigné, même sur vos stratégies pour le trouver. Les échanges que vous aviez avec vos proches, même des échanges parfois euh, vocaux, comme ça, dans une pièce ou au téléphone. Pour vous, de votre point de vue, le hacker en prenait connaissance. Oui, donc il y a deux éléments. En fait, il y a des choses que la personne n'aurait pas pu apprendre de cette manière-là, des choses vraiment très intimes qu'on confie à des amis, mais pas récemment. Donc il y a des éléments qui sont sortis qui dataient de 5 6 ans auparavant, qu'on n'a pas ressorti forcément, que ce soit oralement ou même sur la toile. Et puis il y a des choses où là on a vraiment assisté à des choses en direct, où on parlait dans la pièce et la personne nous envoyait un texto avec la réponse en lien avec ce qu'on était en train de dire. C'est un peu comme si voilà, on était en train voilà, ici de parler tous les deux. Et c'est comme si la personne disait coucou Olivier, oui tu as raison sur tel point. Et donc on recevait vraiment un message qui correspondait parfaitement à la D'accord. réalité Comme s'il vous avait écouté, quoi. Il vous narguait, en fait.
Ah oui, oui, c'est ça. Oui, aussi. Est-ce que vous avez eu peur, Loïc? Oui, on a eu peur, parce que, évidemment, il y a pas que moi, il y a aussi ma famille. Heu, moi, personnellement, j'ai eu peur, pas forcément au début, parce que ça restait que dans la sphère virtuelle et que ça ne touchait pas forcément des sujets sensibles, mais à un moment donné, quand c'est en permanence, quand il y a une accumulation de certaines choses, et puis qu'il y a quand même des menaces de mort, et puis que toutes les menaces finissent par quand même avoir eu lieu, c'est vrai que c'est des choses qui progressivement font monter une certaine peur. Et puis vraiment l'élément qui m'a le plus touché, c'est vraiment l'épisode en Grèce. Parce que là, je me suis retrouvé démuni dans un pays étranger, malgré tout, face à des accusations totalement dingues de terrorisme à la base, ce n'est qu'après qu'on a pu, je veux dire, réduire d'un cran et passer à des propos liés au terrorisme. En tout cas, voilà, là-bas, ils ne rigolent pas du tout avec ce genre de choses. Et clairement, j'étais considéré comme un terroriste au moment de l'arrestation. On l'a annoncé à la radio. On m'a interpellé d'une manière assez agressive, y compris au sein de la prison. Donc c'est quelque chose qui a continué Ah aussi oui, dans ce carrément. cadre-là. Donc Vous, oui, vous êtes allé en prison, carrément? j'étais en cellule. Donc Combien de on est temps? venu me chercher Combien de temps? à peu près un jour et demi, parce qu'on a eu la première audience juste après. Mais voilà, dans une cellule avec deux personnes qui venaient de tuer une vieille dame, Oh là une là. autre personne voilà, qui avait commis des choses assez, pas plutôt dans le domaine du viol ou autre. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué, surtout que voilà, moi je suis pas du tout quelqu'un qui a eu affaire à la justice même avant ce moment-là, et donc c'était pas du tout mon élément, et donc j'étais assez jeune aussi malgré tout, et donc me retrouver dans ce genre de contexte tout seul et sans savoir ce que ça allait donner par la suite, c'est vrai que c'est vraiment le moment le plus compliqué à vivre en tout cas. Je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Et vous dites que votre entourage a été aussi victime. C'est-à-dire qu'il s'attaquait à vous et à votre entourage aussi? Oui, donc il y a d'abord eu tout ce qui est de l'ordre du noyau familial, donc aussi bien mes parents que mon ancienne compagne que mon frère ont été touchés par des messages aussi de menaces, par des éléments plus personnels qu'on mettait un petit peu au devant, enfin en tout cas aux yeux de tout le monde. Donc il y avait des choses de cet ordre-là qui touchaient également. Puis je vivais chez mes parents, donc forcément on était tous dans le même contexte. Et puis on a aussi eu de, de menaces physiques. Donc mon frère a eu un couteau sous la gorge à la sortie de l'école, Oh en là. disant voilà, arrêtez de chercher, parce qu'on évidemment on avait entamé des recherches pour savoir qui était derrière tout ça. Et donc il y a eu ce genre de choses, et moi-même j'ai été menacé par un homme à moto à la sortie de ma maison. Mais donc, de votre point de vue, des hommes qui étaient en relation avec ceux qui vous voulaient du mal, là, parce que pourquoi ces hommes vous auraient menacé? Après, ce n'est que mon ce sont des personnes qu'on a payées pour aller faire peur, quoi. Voilà, simplement, ils étaient vraiment dans le stéréotype de ce genre de personnes, en plus. En tout cas, c'est bien évidemment très troublant, hein, ce que vous nous racontez, parce que cette personne vous en voulait à mort. Là, c'est fou. Et là, il y avait une haine derrière cette personne dingue, non? Oui, c'est ça qui moi, m'a le plus perturbé aussi, c'est que Bah je ne suis oui. pas quelqu'un qui fait a priori du mal aux gens, ou en tout cas, voilà, pas volontairement et pas du tout de cet ordre-là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal, moi aussi, à accepter. C'est pourquoi est-ce que une personne a autant de haine envers moi, alors qu'a priori, je ne vois pas ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie en général, mais y compris à des personnes plus précisément. Donc, c'est ça qui était aussi difficile à comprendre, et même toujours à l'heure actuelle, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce genre de choses a pu nous arriver, étant donné qu'on n'était pas du tout... le Vous étiez contexte des n'est pas gens du tout propice tranquilles, à ce en que tout ça cas, arrive. Ah oui, complètement. totalement. On va marquer une petite pause, Loïc, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord? À tout de suite. D'accord. La libre antenne d'Europe 1.
Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h30 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, bien évidemment. Loïc, vous avez écrit un livre, on peut se le procurer aux éditions La Boîte à Pandore, ça s'appelle Cyberharcèlement, comment on a hacké ma vie. Il vient de sortir ce livre ? Oui, tout à fait. Il est sorti il y a un mois à peu près. Et donc le but un petit peu de ce livre, c'est d'abord d'expliquer toute cette tempête de plusieurs années, pour ensuite en faire quelque chose. Donc mon but, c'est vraiment pas de simplement expliquer les choses, mais de pouvoir initier quelque chose avec d'autres personnes dans toutes les sphères, y compris en France et en Belgique, pour pouvoir avancer, pour apporter du concret, des solutions à ce genre de choses. Donc que ce soit d'un point de vue psychologique, donc comment accompagner, comment former les personnes à justement à accueillir ce genre d'événement, mais y compris comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour se protéger, comment est-ce qu'on peut lutter contre ce genre de choses. Donc l'idée que j'ai en tout cas suite à ces événements-là, c'est de pouvoir donner du sens en fait à ce que j'ai vécu. Et donc je veux vraiment pouvoir rassembler différentes personnes de sphères différentes, donc que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit évidemment des personnes liées à la cyberprotection ou même au hacking, pour pouvoir construire quelque chose de positif. Très bien. Et vous êtes senti soutenu par d'autres personnes, bien évidemment en étant délaissé complètement par la justice et la police belge, ce qui aurait été la même chose ici en France, je vous rassure. Si vous connaissez des gens en fait qui sont à la police de cybercriminalité, vous pouvez peut-être avoir une chance qu'on s'occupe de vous. Mais quand on est un simple citoyen comme ça, je pense que ces dossiers-là sont peu traités en fait. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu par d'autres personnes, je ne sais pas, des associations, est-ce qu'il y a des associations de victimes de hacking, de harcèlement comme ça en Belgique ? Je vous avoue que je n'en connais pas spécialement. En tout cas, à l'époque, j'ai pas forcément été soutenu par ce genre de choses. J'ai eu des personnes, évidemment, que je ne connaissais pas à l'époque, qu'on a pu rencontrés et qui ont apporté un soutien vraiment important, mais ça s'est limité encore une fois à des particuliers. Donc je n'ai pas eu de soutien officiel, que ce soit via une association ou via un autre organisme. Bon, aujourd'hui, comment vous allez, Loïc, après tout ça, même si vous m'avez dit être impacté encore financièrement, quelle trace ça a laissé ? Est-ce que ça laisse des traces, ce genre de choses ? Oui, ça laisse pas mal de traces dans la façon de se comporter, donc dans ma relation aux autres. C'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment marqué pas mal de choses. Donc je suis quelqu'un d'assez sensible déjà à la base, mais là c'est vrai que c'est un petit peu exacerbé aussi certains aspects de ma personnalité. Et puis c'est vrai que quand on traverse ce genre de choses et qu'on a l'impression, et qu'on n'a pas que l'impression d'ailleurs, de perdre aussi certaines connaissances, certains amis, de la famille aussi, qui à un moment donné ne nous soutiennent plus comme a priori on l'aurait espéré, c'est vrai que ça laisse des traces. Et donc on en vient à se poser des questions aussi sur sa manière d'être, sa manière de se comporter par rapport aux autres. Oui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus recentré en fait mes amitiés, mes relations sur quelques personnes. Donc ça a pu avoir quand même un aspect positif malgré tout, mais ça laisse quand même des traces. Dès qu'il se passe quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce que j'ai vécu, clairement j'en viens à me replonger directement dans certains événements. Voilà, simplement une voix informatisée qui lit un texte, ça me rappelle les messages vocaux que j'ai pu entendre avec des menaces derrière. Oui. Donc simplement mettre le GPS dans sa voiture, je ne peux pas m'empêcher de repenser Bien sûr. à certains événements qui étaient liés. Ah oui, vous aviez des messages vocaux, mais de la part
de votre ennemi ou de la part d'autres personnes? De la part, oui, du hacker ou de la personne qui était liée. Enfin, c'est un petit peu difficile d'identifier, mais en tout cas, oui, j'avais des menaces euh, en texto, mais aussi des menaces en appel, Oui. où là, donc, j'avais des messages qui étaient lus par des voix robotisées. Et donc, c'est vrai que ça laisse une trace. Malgré tout, c'est le son, en fait, évoque vraiment Ouais, ouais. ce genre de choses, et ça Mon Dieu. replonge, ça me replonge, en tout cas, dans ces événements. Ouais. En tout cas, je peux vous dire que moi, je vais tout faire pour retrouver celui qui a fait ça. Et il va passer un très sale quart d'heure. Il n'y aura pas de justice, quoi. En tout cas, pas de canaux officiel. Parce que je trouve ça tellement dégueulasse. Je trouve que c'est d'une lâcheté sans frontières. Et ce genre de personnes, il faut les traiter à hauteur de ce qu'elles font. Et je ne pense pas que la justice aujourd'hui réponde vraiment euh, à l'attente de victimes comme vous, de ce genre de comportement. Et franchement, je trouve ça, mais franchement, très, très. Parce que quand on ne l'a pas vécu, comme vous, hein, parce que moi, bon, j'ai été hacké, et je suis vraiment blessé ce soir et choqué de ce qui s'est passé. Mais vous, c'est 10 ans. Et quand on voit que personne ne s'est occupé de vous, en tout cas personne des pouvoirs publics, et qu'en plus on vous a soupçonné, c'est ça a dû être traumatisant pour vous, traumatisant. Alors Oui, c'est écoutez, tout cet aspect-là. en tout cas, merci pour votre témoignage. Bien évidemment, vous avez tout notre soutien, mon cher Loïc. On trouve votre livre facilement sur Internet ou comment on le trouve, hein, dans les Fnac, cyberharcèlement. Comment on a hacké ma vie aux éditions La Boîte de Pandore, La Boîte à Pandore, pardon. On le trouve facilement. Oui, on peut le trouver donc sur tous les sites en ligne, mais également dans pas mal de points de vente. Donc, je ne sais pas si je peux citer des noms de points de vente ou Bien pas. Enfin, sûr, vous bien venez de citer sûr. la Fnac, Allez-y, mais allez-y. effectivement, on le retrouve à la Fnac, on le retrouve dans les magasins Leclerc, on le retrouve chez Auchan. Donc, il y a vraiment plein de points de vente, les Furets du Nord aussi. Euh, voilà, il y a vraiment moyen de le trouver assez facilement, que ce soit sur les sites internet de vente en ligne ou dans les points de vente physiques, en sachant que c'est toujours plus intéressant, évidemment, de privilégier les petits libraires qui vendent des livres plutôt que les grands sites. Mais voilà, après, on peut le trouver où on veut. Bon, eh ben écoutez, j'espère que vous allez en vendre plusieurs et que, enfin beaucoup, et que bien évidemment cela pourra aider et soutenir des victimes qui vivent ça en ce moment ou qui vivront ça demain, parce que je peux vous dire que moi j'étais ultra surpris de ce qui m'est arrivé, et c'était d'une violence inouïe qui touche les miens aussi là ce soir. Mais j'imagine que lorsqu'on n'a jamais pensé que ça pouvait nous arriver, c'est très perturbant. En tout cas, Loïc, merci et bon courage et bon vent à vous. Merci à vous et total soutien pour votre hacking aussi. Alors. Ouais, ben ouais. Merci Loïc.